Soit vous donnez votre chambre à ma femme, soit vous faites vos valises. Mon fils Pierre a crié ces mots en plein milieu du dîner que j'avais préparé moi-même. Il ne l'a pas murmuré, il ne l'a pas sous-entendu. Il l'a hurlé devant tout le monde comme s'il donnait un ordre à un employé. Comme si ma chambre était négociable. Comme si je n'avais pas le droit de dire non dans ma propre maison. Julie, sa femme, était assise juste à côté de lui, avec ce petit sourire narquois et contrôlé qu'elle arborait quand elle savait qu'elle allait obtenir ce qu'elle voulait. Ma belle-sœur, Dominique, a détourné le regard, mal à l'aise, mais est restée complètement silencieuse. Ma petite fille, Laure, a pincé les lèvres et a baissé les yeux. Personne ne m'a défendu. Personne n'a dit un mot. Et moi, Hélène Girard, 69 ans, veuve, mère dévouée depuis des décennies, je suis restée assise là, sentant quelque chose se briser en moi d'une manière étrange. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu la situation exactement telle qu'elle était. Mon fils me mettait à la porte de ma propre chambre comme si j'étais une nuisance à reloger. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai posé mes couverts sur la table et j'ai dit d'une voix si calme qu'elle m'a surprise moi-même. « C'est d'accord, Pierre. Je vais faire mes valises. » Le silence qui a suivi était lourd, presque palpable. Pierre m'a regardé, confus, comme s'il s'attendait à des cris ou des larmes. Julie a laissé échapper un rire nerveux, un son aigu et déplacé dans la tension ambiante. Dominique s'est raclé la gorge, ses yeux fuyant les miens. Laure a levé la tête, ses grands yeux remplis d'une surprise mêlée d'une lueur d'admiration. Mais je m'étais déjà levée, j'avais soigneusement plié ma serviette en tissu, et je me dirigeais vers ma chambre, le dos droit, chaque pas résonnant sur le parquet, comme un point final à une longue phrase de soumission. Ce soir-là, alors qu'ils étaient encore dans la salle à manger, prétendant que les choses étaient normales, le cliquetis de leurs verres et les éclats de rire forcés montant jusqu'à l'étage, j'étais assise sur le bord de mon lit, mon téléphone à la main. Je ne pleurais pas. Je n'étais pas paralysée. J'étais en train de chercher des maisons à vendre face à la mer, en Normandie. Il y avait une annonce que Sophie, ma meilleure amie, m'avait envoyée il y a des semaines par message. C'était une petite maison coquette avec une terrasse en bois et une vue imprenable sur la Manche. Elle avait écrit « Hélène, regarde-moi ça. Un jour, toi et moi, on aura une maison comme ça et on trinquera en regardant le coucher du soleil. » J'avais répondu avec un emoji qui rit, comme si c'était une fantaisie lointaine, un rêve de retraite que l'on évoque sans y croire vraiment. Mais ce soir-là, avec le bruit des verres et des faux semblants qui me parvenaient de la salle à manger, j'ai ouvert ce message et j'ai regardé l'annonce avec des yeux neufs. La maison était à 2 heures de Villeneuve, notre ville en banlieue parisienne. Elle avait 2 chambres, une cuisine spacieuse et un prix qui, bien qu'élevé, correspondait parfaitement à mes économies. Des économies que j'avais constituées pendant des années, euro après euro. Des années de travail en tant que comptable indépendante, jonglant avec les bilans de petites entreprises locales. Des années à mettre de côté chaque centime qui restait après avoir payé les factures de cette maison, la maison où mon mari Gérard et moi avions élevé Pierre, la maison qui semblait soudain si étrangère. Des années à dire non au voyage en Italie, aux folies passagères, aux choses que je voulais pour moi parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent. Les frais de scolarité de l'école de commerce de Pierre, la première voiture de Pierre, le mariage extravagant de Pierre et Julie, le loyer de l'appartement de Pierre et Julie quand ils n'arrivaient pas à joindre les 2 bouts. J'ai fait une capture d'écran de l'annonce. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai vérifié mon compte épargne. J'avais assez
plus qu'assez. Et pour la première fois depuis des décennies, une pensée m'a traversé l'esprit, une pensée qui m'a donné le vertige et m'a libérée en même temps. Cet argent est à moi seul. Le lendemain matin, à 7 heures précises, alors que l'aube commençait à peine à colorer le ciel, j'ai composé le numéro de l'agent immobilier. Une jeune femme à la voix professionnelle et enjouée a répondu. Je lui ai dit que je voulais voir la propriété le jour même. Il y a eu une brève pause, probablement de surprise. Puis elle a répondu, son ton toujours aussi impeccable. Parfait, Madame Girard. Je peux vous retrouver sur place à 11 heures. J'ai confirmé. J'ai raccroché et j'ai fixé l'écran du téléphone comme si je venais de franchir une ligne invisible, un point de non-retour. Pierre est descendu à 9 heures, ébouriffé et bâillant, l'air de celui qui a mal dormi malgré le confort de ma chambre. Il m'a vue assise sur le canapé du salon, un livre sur les genoux, et a froncé les sourcils. Le petit déjeuner n'est pas prêt ? Sa question n'était pas une question, c'était une attente, une habitude. Non, ai-je répondu sans lever les yeux de ma page. Je sors. Où tu vas si tôt ? J'ai un rendez-vous. Il a soufflé, a ouvert le réfrigérateur et a commencé à sortir des choses, comme si cette maison, cette cuisine, étaient les siennes depuis toujours. Bon, ne rentre pas trop tard. Julie veut que tu l'emmènes au centre commercial cet après-midi. Je ne pourrai pas, ai-je dit, et je me suis levée du canapé avant qu'il ne puisse répondre, ne lui laissant pas l'opportunité d'argumenter. Pierre m'a regardé étrangement, une lueur d'incompréhension dans les yeux, mais il n'a rien dit de plus. Il était déconcerté, non pas par mon refus, mais par le calme avec lequel je l'avais formulé. Je suis montée dans ma chambre, qui était maintenant officiellement celle de Julie, selon le décret de la veille au soir, et j'ai sorti des vêtements propres de mon placard. Je me suis habillée calmement, un jean que Sophie m'avait convaincue d'acheter le mois dernier, une simple blouse blanche, mes baskets de marche. J'ai regardé dans le miroir, et j'ai vu une femme de 69 ans, qui avait encore de la clarté dans le regard et de la résolution dans la mâchoire. J'ai quitté la maison à 10h30. Pierre était affalé devant la télévision dans le salon. Julie dormait encore. Personne ne m'a demandé où j'allais. Personne ne m'a arrêté. Le trajet de 2 heures jusqu'à la côte normande s'est fait les fenêtres baissées. Une vieille playlist de chansons de ma jeunesse jouant sur l'autoradio. Jacques Brel, Charles Aznavour, des mélodies qui me rappelaient une autre vie, une vie où j'étais Hélène avant d'être maman. Cela faisait des années que je n'avais pas conduit seule aussi longtemps. Cela faisait des années que je n'avais rien fait seule, en fait. Il y avait toujours quelqu'un qui avait besoin de quelque chose. Il y avait toujours un appel, une faveur, une urgence. Mais ce jour-là, filant sur l'autoroute avec le vent qui me fouettait le visage, je me sentais légère, comme si je me délestais d'un poids invisible à chaque kilomètre parcouru. J'étais en route vers quelque chose qui n'appartenait qu'à moi, une décision prise dans le secret de mon cœur brisé et de ma nouvelle détermination. Je suis arrivée à la petite maison de Cabourg à 11 heures pile. L'agent immobilier était déjà là, un homme d'une 50aine d'années, chemise blanche impeccable et sourire aimable. « Madame Girard, c'est un plaisir. Entrez, je vous en prie. » La maison était encore plus jolie en personne que sur les photos. Petite, oui, mais baignée de lumière. Les fenêtres donnaient directement sur la mer, un tableau vivant et changeant. La terrasse en bois offrait suffisamment d'espace pour une table et 2 chaises. Je pouvais déjà m'y imaginer, prenant mon café le matin, lisant un livre, écoutant le bruit des vagues qui se brisent sur le sable. Un son apaisant, constant, qui ne demandait rien en retour.
Qu'en pensez-vous? A demandé l'agent, me sortant de ma rêverie. Je pense que c'est parfait, ai-je répondu, ma voix ferme ne trahissant aucune hésitation. Il a souri, visiblement satisfait. Souhaitez-vous y réfléchir quelques jours? Non, ai-je dit, le regard fixé sur l'horizon marin. Je veux l'acheter maintenant. L'agent m'a regardé avec surprise, comme s'il n'était pas habitué à une décision aussi rapide, surtout pour un achat de cette importance. Vous êtes sûre, Madame Girard? C'est une décision majeure. Je prends des décisions depuis 69 ans, lui ai-je répondu. C'est la première que je prends uniquement pour moi. Il a hoché la tête, encore un peu perplexe, mais il a sorti les documents de sa mallette. Il m'a expliqué les détails. Le prix était de 180 000 €. Je pouvais faire le virement sous 48 heures. La maison était libre de toute dette et prête pour la signature de l'acte de vente. J'ai hoché la tête pendant qu'il parlait. Mais dans mon esprit, je faisais déjà les comptes. J'avais 210 000 € d'économie. Il me resterait 30 000 € pour la suite, pour les meubles, pour les imprévus, pour vivre. J'ai signé les premiers documents, le compromis de vente, là, sur la table de cuisine vide de la maison qui me semblait déjà appartenir. L'agent m'a donné sa carte, m'a expliqué les prochaines étapes avec le notaire et m'a dit que je pourrais emménager dans les 72 heures si je le souhaitais, une fois le virement effectué et les formalités accélérées. Parfait, lui ai-je dit. Je veux emménager dans les 72 heures. Je suis sortie de la maison avec les clés temporaires dans la main et je suis restée sur la terrasse, face à la mer. Les vagues allaient et venaient avec un rythme constant, prévisible, apaisant. Elles ne demandaient rien. Elles n'exigeaient rien. Elles existaient, simplement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo de l'horizon. Je l'ai envoyée à Sophie avec un simple message. Je l'ai fait. Elle a répondu en quelques secondes. Tu as fait quoi? J'ai acheté la maison à la mer. Il y a eu une longue pause. Puis les messages ont commencé à affluer, l'un après l'autre, des bulles de texte apparaissant frénétiquement. Tu n'es pas sérieuse. Hélène, réponds. Tu as vraiment acheté la maison? Quand? Comment? Est-ce que Pierre est au courant? J'ai ri toute seule sur cette terrasse vide. Pierre ne sait rien, ai-je écrit, et je ne lui dirai rien tant que je n'y habiterai pas. Sophie m'a appelé immédiatement. J'ai répondu, et avant que je puisse parler, elle criait déjà d'excitation. Hélène Girard, je n'arrive pas à croire que tu l'as fait. Je suis si fière de toi. Raconte-moi tout. Que s'est-il passé? Qu'a dit Pierre quand tu lui as annoncé? Je ne lui ai encore rien dit, ai-je répondu. Hier soir, au dîner, il m'a hurlé dessus de donner ma chambre à Julie ou de faire mes valises. Alors, je vais faire exactement ça. Je vais faire mes valises et je vais partir. Sophie est restée silencieuse un instant, puis elle a soupiré. Ce garçon n'a aucune idée à qui il s'est frotté, n'est-ce pas? Non, ai-je dit en regardant la mer. Il n'en a aucune idée. Je suis rentrée à Villeneuve dans l'après-midi. J'ai conduit plus lentement, sans précipitation, savourant le trajet retour, le sentiment de liberté encore vibrant en moi. Quand je suis arrivée à la maison, il était presque 18 heures. Pierre était dans le salon, en train de regarder une émission de télévision bruyante. Julie était dans la cuisine, préparant quelque chose en utilisant mes casseroles, ma cuisinière, comme si elle était déjà la maîtresse des lieux. « Tu étais où ?» a demandé Pierre sans quitter l'écran des yeux. « J'ai réglé quelques affaires, » ai-je répondu, et je suis montée directement dans ma chambre d'amis, l'endroit où j'étais désormais reléguée. J'ai fermé la porte et je suis restée au milieu de la pièce, regardant les quelques affaires que j'y avais déplacées. J'ai ensuite ouvert la porte de ma vraie chambre. La porte était ouverte.
J'ai vu le désordre de Julie, ses vêtements jetés sur la chaise que Gérard m'avait offerte. Une colère froide m'a envahie. Je suis retournée dans la chambre d'amis et j'ai commencé à planifier. Il fallait que je sois méthodique. J'ai sorti 2 grandes valises du placard et j'ai commencé à faire mes bagages. Les vêtements d'abord, puis les chaussures, les documents importants, les bijoux, les photos qui comptaient vraiment pour moi, pas celles que je gardais par obligation. J'ai travaillé en silence pendant des heures, avec une efficacité redoutable. Personne n'est monté pour demander ce que je faisais. Personne n'a frappé à la porte. À 22 heures, Pierre a crié d'en bas. « Maman, tu vas préparer le dîner ou quoi ?»« Non !» ai-je crié en retour. « Commandez quelque chose !» Il y a eu un silence. Puis, j'ai entendu des murmures. Probablement Pierre se plaignant à Julie, mais ils ne sont pas montés. Ils n'ont pas insisté. Ils étaient habitués à ce que je cède toujours, à ce que je résolve toujours les problèmes, à ce que je sois toujours disponible. Je continuais à faire mes valises, chaque vêtement plié étant un pas de plus vers ma nouvelle vie. Chaque objet rangé était un lien coupé avec l'ancienne. C'était un processus de tri, non seulement de mes biens matériels, mais aussi de ma vie. Je mettais dans ces valises la femme que je voulais être, et je laissais derrière moi la femme que j'avais été forcée de devenir. Le lendemain, très tôt, j'ai appelé Sophie. « J'ai besoin que tu me rendes un immense service, » lui ai-je dit. « N'importe quoi, » a-t-elle répondu, sa voix encore endormie, mais déjà pleine de soutien. « J'ai besoin que tu m'accompagnes chez un avocat. Je vais mettre cette maison en vente. » Il y a eu un bref silence. Puis Sophie a dit d'une voix ferme « Je suis là dans une demi-heure. » J'ai pris mon petit déjeuner seul dans la cuisine. Pierre et Julie dormaient encore dans ma chambre. J'ai lavé ma tasse, je l'ai séchée et je l'ai rangée. Puis j'ai cherché sur mon téléphone les coordonnées de maître Christine Dubois, une avocate que je connaissais de mon club de marche. Je lui ai envoyé un texto. « Christine, j'ai besoin de conseils juridiques urgents concernant une vente immobilière et un testament. Avez-vous du temps cette semaine ?» Elle a répondu rapidement. « J'ai du temps aujourd'hui à 16 heures. Est-ce que ça vous convient ?»« Parfait, » ai-je écrit. Sophie est arrivée à 9 heures pile. Elle a sonné et je suis sortie avant que Pierre ne descende. Nous nous sommes serrés dans les bras sur le pas de la porte et elle a regardé dans mes yeux avec ce mélange d'inquiétude et de fierté que seule une amie de si nombreuses années peut avoir. « Tu es sûre de ça ?» m'a-t-elle demandé. « Plus sûre que de n'importe quoi dans ma vie, » ai-je répondu. Nous sommes allés ensemble au bureau de l'avocate. Le processus a été plus rapide que je ne le pensais. J'ai expliqué la situation à Maître Dubois, une femme d'une 60aine d'années, vive et pragmatique. Elle m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, prenant des notes sur un carnet. Quand j'ai eu fini de tout lui raconter, le dîner, les cris de Pierre, l'achat de la maison en Normandie, ma décision de vendre la maison familiale, elle a posé son stylo et m'a regardé sérieusement. « Est-ce que Pierre est au courant de tout cela ?»« Non, » ai-je répondu, « et je ne veux pas qu'il le sache avant que tout soit finalisé. »« Je comprends, » a dit Maître Dubois. « Légalement, il n'a rien à savoir. La maison est à votre nom. Vos économies sont les vôtres. Vous n'êtes pas mariés. Vous n'avez aucune obligation de l'informer de vos décisions financières. » Bien. Mais, a continué Christine, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose d'important. Et si Pierre réagit mal? Et s'il essaie de vous poursuivre en justice ou de réclamer quelque chose? Qu'il essaie, ai-je dit, ma voix plus dure que je ne l'aurais cru. Je ne lui dois rien. Je lui ai tout donné pendant 42 ans. C'est assez.
Christine a hoché la tête. Alors nous allons faire les choses correctement. Je vais préparer un document qui stipule clairement que vos biens sont les vôtres et que tout transfert futur se fera selon vos conditions. Je vais également mettre à jour votre testament. Mon testament? Oui, parce que s'il vous arrivait quelque chose, je veux que vous ayez le contrôle total sur qui reçoit quoi. Y a-t-il quelqu'un d'autre que Pierre? Ma petite fille, Laure, ai-je dit. Elle a toujours été différente. Elle m'a toujours traitée avec une affection réelle, pas par obligation. Parfait, nous allons l'inclure. Je suis sortie de ce bureau en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le contrôle. Le contrôle sur ma vie, sur mon argent, sur mon avenir. Après le rendez-vous, Sophie et moi nous sommes installés dans un café. Nous étions assises à une table près de la fenêtre et elle a commandé 2 cafés crème. « Et maintenant » m'a-t-elle demandé. « Maintenant, j'attends que la maison se vende. » ai-je dit. « Cette maison. La maison à la mer est presque à moi. Quand tout sera réglé, je partirai. Sans adieu dramatique, sans longues explications. Je partirai, c'est tout. Et Pierre? Pierre va devoir apprendre à vivre sans utiliser sa mère comme solution à tous ses problèmes. » Sophie a souri et a levé sa tasse. Je bois à ça. Nous avons trinqué avec nos tasses de café comme si c'était des flûtes de champagne. La mise en vente a été lancée le jour même. L'agent immobilier, le même qui m'avait vendu la maison de Cabourg, a estimé la maison de Villeneuve à un prix juste de 320 000 €. Il m'a expliqué qu'avec ce prix et l'emplacement, elle se vendrait probablement en moins d'1 mois. Parfait, avais-je dit. La machine était en marche, et rien ne pouvait plus l'arrêter. Les jours suivants dans cette maison ont été étranges, suspendus dans une réalité parallèle. Je vivais toujours là. Je cuisinais, je nettoyais, je faisais les choses que j'avais toujours faites. Mais quelque chose avait changé en moi. Je ne le faisais plus automatiquement. Je le faisais en sachant que chaque jour qui passait était un jour de moins dans cet endroit. Une case cochée sur un calendrier secret. Pierre et Julie s'étaient installés dans ma chambre comme si elle avait toujours été la leur. Julie avait réorganisé le placard, déplacé les meubles, accroché ses vêtements là où les miens se trouvaient. Pierre n'avait rien dit. Il n'avait pas demandé comment je me sentais de dormir dans la chambre d'amis, une pièce plus petite, plus froide. Il n'avait pas demandé si j'étais contrariée. Il avait simplement supposé que j'avais accepté ma place, que la tempête était passée et que l'ordre des choses, son ordre des choses, était rétabli. Un après-midi, alors que j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, un simple gratin de légumes pour moi seule, Julie est descendue avec une liste manuscrite. « Hélène, dit-elle sans même un bonjour, il faut que tu ailles au supermarché acheter ces choses. Pierre et moi invitons des amis samedi. » Elle m'a tendu la liste. J'ai lu les articles. Du vin de Bordeaux coûteux, des fromages AOP, une côte de bœuf, des desserts d'une pâtisserie spécifique du centre-ville. Le tout s'élevait facilement à plus de 200 €. « Et qui va payer pour ça ?» ai-je demandé, sans lever les yeux du papier. Julie m'a regardé comme si la question était absurde. « Ben, toi, évidemment. C'est ta maison. » « Ah !» ai-je répondu, pliant soigneusement la liste. Je pensais que ce n'était plus ma maison. Je pensais que c'était la leur maintenant. Elle a froncé les sourcils. « Ne commence pas avec ton mélodrame, Hélène. Tu sais ce que je veux dire. »« Oui, je sais exactement ce que tu veux dire, » ai-je dit, et je lui ai rendu la liste. « Si vous voulez organiser une fête, c'est très bien. Mais vous la payez. » La bouche de Julie s'est entr'ouverte, surprise, indignée. « Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu agis comme ça? » « Je n'agis d'aucune façon, » ai-je répondu calmement.
Je te dis juste que si tu veux recevoir, tu reçois avec ton argent. » Elle a ricané et a quitté la cuisine en trombe, criant « Pierre, ta mère est impossible !» Pierre est descendu des escaliers avec un air agacé. « Qu'est-ce qui se passe encore ?»« Ta mère dit qu'elle ne paiera pas la nourriture pour la fête de samedi, » a dit Julie en croisant les bras. Pierre m'a regardé comme si j'étais une enfant gâtée. « Maman, ne sois pas difficile, c'est juste un dîner. »« Exactement, » ai-je dit. « C'est juste un dîner que vous pouvez vous permettre de payer. »« Et puis-je savoir ce qui t'arrive ces derniers temps ?» a demandé Pierre en haussant le ton. « Depuis la semaine dernière, tu es bizarre. Tu réponds. Tu n'aides plus. On dirait que ça t'ennuie qu'on soit là. »« Ça ne m'ennuie pas que vous soyez là, » ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. « Ça m'ennuie que vous me traitiez comme si je travaillais pour vous. »« Personne ne te traite comme ça, » a dit Julie. « Non ?» ai-je demandé. « Alors comment appelez-vous ce qui s'est passé au dîner la semaine dernière ? Comment appelez-vous le fait de me crier de faire mes valises si je ne vous donnais pas ma chambre ?» Un silence gêné s'est installé. Pierre a détourné le regard. Julie a pincé les lèvres. « Tu as surréagi, maman ?» a finalement dit Pierre. « Je ne t'ai pas crié dessus. Je t'ai juste demandé d'être raisonnable. »« Tu m'as demandé d'être raisonnable, » ai-je répété lentement, en me hurlant dessus devant tout le monde. C'était un malentendu. Julie est intervenue doucement, utilisant cette voix qu'elle employait quand elle voulait paraître comme la médiatrice, la voix de la raison. Nous étions tous stressés. Pierre ne voulait pas le dire de cette façon. « Mais il l'a dit de cette façon, » ai-je répondu. « Et vous avez pris ma chambre, donc je suppose que le malentendu a bien fonctionné pour vous. » Pierre a soufflé. « Tu sais quoi ? Je ne vais pas discuter de ça. Si tu ne veux pas aider pour la nourriture, n'aide pas. On se débrouillera. »« Parfait, » ai-je dit, et je suis retournée à ce que je faisais. Ils sont remontés dans la chambre, murmurant entre eux. J'ai entendu des bribes de phrases. « Elle est insupportable. » « Je ne sais pas ce qui lui prend. » « Elle n'était pas comme ça avant. » Ils avaient raison. Je n'étais pas comme ça avant. Avant, je disais oui à tout. Avant, je m'excusais pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. Avant, je vivais pour leur plaire. Cette époque était révolue. Cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je suis descendue dans le salon et je me suis assise sur le canapé avec mon téléphone. J'ai ouvert ma conversation avec Sophie et j'ai écrit « Chaque jour que je passe ici, je réalise à quel point j'ai perdu de temps à être la personne qu'il voulait que je sois. » Elle a répondu immédiatement, malgré l'heure tardive. « Mais tu ne perds plus de temps maintenant. Maintenant, tu le récupères. » J'ai souri dans l'obscurité du salon. J'ai senti une force nouvelle en moi, une détermination qui ne faiblissait pas. Chaque confrontation, chaque refus de ma part était une petite victoire, un pas de plus vers la libération. Il ne comprenait pas le changement en moi, car il ne m'avait jamais vraiment vue comme une personne à part entière, avec mes propres limites et mes propres désirs. Pour eux, j'étais une fonction, une ressource inépuisable. Mais la source s'était tarie, et ils commençaient à peine à s'en rendre compte. Le lendemain, l'agent immobilier m'a appelé. « Madame Girard, j'ai de bonnes nouvelles. Il y a déjà 3 personnes intéressées pour visiter votre maison. Pouvons-nous programmer des visites pour cette semaine ? » « Oui, » ai-je répondu. « Mais il faut qu'elles aient lieu à des heures précises, entre 10 heures et 14 heures, quand mon fils n'est pas là. » L'agent n'a posé aucune question. Il a simplement dit « Parfait. J'organise tout et je vous confirme. » J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone. Ça arrivait vraiment. La réalité de ma décision prenait forme, devenant tangible. Le mercredi, le premier couple est venu voir la maison.
Pierre et Julie étaient sortis faire des courses. J'ai accueilli l'agent et les acheteurs potentiels à la porte. Ils étaient jeunes, fraîchement mariés, avec cette excitation dans les yeux qui accompagne la recherche de son premier foyer. Je leur ai montré chaque pièce, la cuisine spacieuse, le salon lumineux, le petit jardin bien entretenu. Ils ont posé des questions, pris des photos, mesuré des espaces. Finalement, sur le pas de la porte, ils m'ont dit « Elle est magnifique, madame. Nous allons y réfléchir et nous vous tiendrons au courant. » 2 autres visites ont eu lieu cette semaine-là, toujours pendant que Pierre était absent. Toutes se sont terminées par la même phrase. Nous allons y réfléchir. La dissimulation était épuisante, mais nécessaire. Je devais avancer mes pions en secret, car je savais que la moindre information déclencherait une guerre que je n'étais pas encore prête à affronter ouvertement. Le vendredi, Maître Dubois m'a appelé. « Hélène, les documents sont prêts. Pouvez-vous passer les signer ?»« Je serai là demain, » ai-je dit. Le samedi matin, alors que Pierre et Julie dormaient encore, j'ai quitté la maison et me suis rendue au bureau de Maître Dubois. Elle m'a accueilli avec un café fraîchement moulu et un dossier épais rempli de papiers. « Voici votre testament mis à jour, » dit-elle en désignant le premier document. « Laure reçoit 60% de vos biens, Pierre reçoit 40%. Et voici la clause qui précise que si quelqu'un tente de contester le testament, il perd automatiquement sa part. » J'ai signé chaque page, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que je protégeais ce qui était mien. Tristesse parce que je devais me protéger de mon propre fils. « Comment vous sentez-vous » m'a demandé Christine quand j'ai eu fini de signer. « Comme si je me réveillais enfin » ai-je répondu. Cet après-midi-là, quand je suis rentrée à la maison, Pierre et Julie étaient dans le salon, en train de discuter à voix basse. Quand ils m'ont vue entrer, ils se sont immédiatement tus. « Tu étais où » a demandé Pierre. « Dehors, » ai-je répondu sans donner de détails. « Dehors où » ? Je réglais des affaires. Il m'a regardé avec méfiance, mais n'a pas insisté. Julie, en revanche, avait cette expression qu'elle prenait quand elle préparait quelque chose. « Hélène, » dit-elle doucement, « nous devons te parler de quelque chose d'important. » Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux. « Qu'est-ce que c'est ?» « Pierre et moi avons été expulsés de notre appartement, » a dit Julie directement. « Le propriétaire veut le vendre, et nous devons partir dans 2 semaines. »« J'en suis désolée, » ai-je dit. « Vous cherchez déjà un autre endroit ?»« Eh bien, » a dit Pierre, « on pensait qu'on pourrait rester ici un moment. Il y a assez de place, après tout. »« Ici ?» ai-je répété. « Oui, » a dit Julie. « Ce ne serait pas pour toujours. Juste le temps qu'on trouve quelque chose. Quelques mois, peut-être. » Je l'ai regardé dans les yeux. Puis j'ai regardé Pierre. Ils me regardaient tous les deux avec ce mélange d'attente et d'exigence déguisé en besoin. « Non, » ai-je dit simplement. « Quoi ?» a demandé Pierre. « Non, vous ne pouvez pas rester ici. »« Maman ?» a dit Pierre en haussant le ton. « Nous sommes ta famille. Tu vas nous laisser à la rue ?»« Je ne vais pas vous laisser à la rue, » ai-je répondu calmement. « Je vais vous laisser résoudre vos problèmes comme les adultes que vous êtes. » Pierre s'est levé brusquement. « Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, maman? Depuis quand es-tu si égoïste ?» Égoïste? J'ai répété le mot lentement, le laissant résonner dans l'air. C'est intéressant que tu utilises ce mot. Et comment veux-tu que j'appelle ça? A-t-il dit en levant les mains. Tu as cette immense maison pour toi toute seule, et tu ne veux pas aider ton propre fils.
Cette maison n'est pas immense, Pierre. Elle a 3 chambres. Une est la mienne, que tu occupes maintenant. Une autre est la chambre d'amis où je dors maintenant, et la 3e est mon bureau où je travaille. Eh bien, transforme le bureau en chambre, a dit Julie. Ce n'est pas si compliqué? Je l'ai regardé attentivement. Mon bureau est l'endroit où je gagne l'argent qui paie pour cette maison. Où suggères-tu que je travaille? Dans la cuisine. Ne sois pas dramatique, a dit Pierre. Tu exagères toujours tout. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne vais pas discuter de ça. La réponse est non. Maman, dit Pierre, changeant de ton maintenant, plus doux, plus manipulateur. Je sais que tu as été stressée ces derniers temps. Je sais que j'ai peut-être dit des choses que je n'aurais pas dû au dîner, mais nous sommes une famille. Les familles s'entraident. Les familles se respectent, ai-je répondu. Et vous ne m'avez pas respecté depuis longtemps. Ce n'est pas vrai. Non? Ai-je demandé. Comment appelles-tu le fait de me crier de faire mes valises si je ne te donnais pas ma chambre? Du respect? Je me suis déjà excusée pour ça. Il a menti. Il ne l'avait pas dit. Il ne l'avait jamais dit. Mais je savais qu'inventer cela était sa façon de se sortir de la conversation. Non, Pierre, tu ne t'es pas excusé. Tu n'as même pas reconnu que tu l'avais fait. Julie est intervenue avec cette voix de victime qu'elle savait si bien utiliser. Hélène, nous sommes vraiment dans une situation difficile. Nous n'avons nulle part où aller. Vas-tu vraiment nous tourner le dos? Vous êtes des adultes avec des emplois? Ai-je répondu. Vous pouvez louer un autre endroit? Vous pouvez obtenir un prêt? Vous pouvez faire ce que des millions de gens font quand ils ont besoin d'un logement? Mais tu es sa mère, a insisté Julie. Les mères sont censées aider. Et je l'ai fait, ai-je dit en me levant du fauteuil. Je t'ai aidé pendant 42 ans. J'ai payé tes études, Pierre. Je t'ai acheté ta première voiture. Je vous ai prêté de l'argent pour le mariage. Je vous ai aidé avec le loyer plus de fois que je ne peux compter. J'ai assez aidé. Je ne peux pas croire que tu sois comme ça, dit Pierre d'une voix tremblante, feignant d'être au bord des larmes. Ma propre mère qui me refuse un toit. Je ne te refuse pas un toit, ai-je dit en me dirigeant vers les escaliers. Je te refuse mon toit. Il y a une différence. Je suis montée dans ma chambre d'amis et j'ai fermé la porte. J'ai entendu Pierre et Julie parler en bas, leur voix montant en volume. J'ai entendu des mots décousus. Ingrate, égoïste, vieille femme aigrie. Je me suis assise sur le lit et j'ai ouvert mon téléphone. J'ai envoyé un texto à Sophie. C'est arrivé. Ils ont demandé à emménager ici. Je leur ai dit non. Elle a répondu avec un mémo vocal. Sa voix semblait fière. Hélène Girard, tu es mon héroïne. Comment l'ont-ils pris? Comme prévu, ai-je écrit. Cris, menaces, drame. Oh, s'il te plaît, a répondu Sophie avec un autre mémo vocal. Égoïste, c'est ce qu'ils ont été avec toi toute ta vie. Tu ne fais que poser des limites. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. J'ai souri en regardant l'écran. Merci, Sophie. Cette conversation a été une bouée de sauvetage. Savoir que quelqu'un, quelque part, comprenait et soutenait ma décision me donnait la force de tenir bon. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas une mauvaise mère. J'étais une femme qui reprenait enfin le contrôle de sa propre vie, et c'était terrifiant, mais aussi incroyablement exaltant. Ce soir-là, Pierre et Julie sont sortis sans me dire où ils allaient. Ils sont rentrés tard, après minuit. Je les ai entendus monter les escaliers, entrer dans mon ancienne chambre et fermer la porte plus fort que nécessaire. Le dimanche matin, je me suis réveillée tôt, comme toujours. Je suis descendue à la cuisine
et j'ai préparé du café juste pour moi. Je ne préparais plus le petit déjeuner pour tout le monde. Je ne mettais plus la table pour 3. Je me suis juste versé ma tasse, j'ai fait griller mes tartines, j'ai coupé mes fruits. Pierre est descendu vers 11 heures, l'air de ne pas avoir bien dormi. Il m'a vue assise à table, lisant les informations sur ma tablette, et n'a rien dit. Il est allé directement à la cafetière, s'est versé une tasse et est resté appuyé contre le comptoir, me fixant. « Quoi » ai-je demandé sans lever les yeux. « Rien » a-t-il dit. « Je me demande juste ce qui t'est arrivé. »« Ce qui m'est arrivé » ai-je répété. « Oui, tu étais différente avant. Avant, tu te souciais de ta famille ?» J'ai posé la tablette sur la table et je l'ai regardée directement. Je me souciais tellement de ma famille que je m'oubliais moi-même. C'est ça la différence. Il a ricané. On dirait une phrase que tu as lue dans un livre de développement personnel à bas prix. On dirait quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a 30 ans. Ai-je répondu. Pierre a posé la tasse violemment sur le comptoir. Tu sais quoi, maman? Fais ce que tu veux. Après tout, tu as toujours fait ce que tu voulais. J'ai ri. C'était un rire court, presque amer. Pierre, si j'avais fait ce que je voulais, j'aurais parcouru le monde quand ton père est mort. J'aurais fait le master que j'ai toujours voulu. J'aurais vécu seul et en paix. Mais non, je suis restée ici, à m'occuper de toi, à t'aider, à attendre que tu m'apprécies ne serait-ce qu'un peu. Je t'apprécie, a-t-il dit sans conviction. Non, Pierre, tu m'utilises. Et il y a une énorme différence entre apprécier et utiliser. Il est resté silencieux. Il n'avait pas de réponse à cela, car il savait que c'était vrai. Julie est descendue quelques minutes plus tard, déjà habillée, parfaitement maquillée, avec cette attitude supérieure qu'elle arborait toujours. « Bonjour » dit-elle sans me regarder. « Bonjour » ai-je répondu. Elle s'est versé un café et s'est assise à côté de Pierre. Ils m'ont tous les deux ignorée, se parlant à voix basse comme si je n'étais pas là. « Hélène » dit soudain Julie. « Nous avons besoin d'utiliser ta voiture aujourd'hui. La nôtre a des problèmes. »« Non » ai-je dit. « Comment ça, non ? Je veux dire, je ne vous prête pas ma voiture ? » « Et comment sommes-nous censés nous déplacer ? » a demandé Pierre. « En taxi, en Uber, à pied, comme tout le monde. » Julie a laissé échapper un rire sec. « Incroyable. D'abord, tu ne nous laisses pas rester ici, et maintenant tu ne nous prêtes même pas la voiture. C'est quoi la prochaine étape ? Tu vas nous faire payer l'air que nous respirons dans ta maison ? Si vous voulez, vous pouvez partir tout de suite et respirer l'air ailleurs. » ai-je dit sans m'énerver. Pierre a frappé sa main sur la table. « Arrête, ça suffit, maman. Je ne sais pas ce qui te prend, mais c'est trop. » Ce qui me prend, Pierre, c'est que j'en ai eu marre. J'en ai eu marre d'être invisible. J'en ai eu marre d'être traitée comme une bonne. J'en ai eu marre que vous supposiez que tout ce que je possède est à vous. Personne ne suppose ça, a menti Julie. Non ? ai-je demandé. Alors dis-moi, Julie, pourquoi dors-tu dans ma chambre ? Pourquoi utilises-tu ma cuisine comme si c'était la tienne ? Pourquoi supposes-tu que je vais payer pour tes fêtes et te prêter mes affaires ? Elle a ouvert la bouche, mais n'a rien dit. Je me suis levée de table, j'ai lavé ma tasse et j'ai quitté la cuisine. Je suis montée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sur le lit et j'ai pris plusieurs profondes respirations. Mon téléphone a vibré. C'était un message de l'agent immobilier. « Madame Girard, le jeune couple qui est venu mercredi veut faire une offre. 315 000 €. Êtes-vous intéressé ? » J'ai répondu immédiatement. « Oui, j'accepte. »« Parfait, » a-t-il écrit. « Je prépare les papiers. Nous pouvons finaliser la vente en 1 semaine. »
Une semaine. Dans une semaine, cette maison ne serait plus la mienne. Et Pierre n'en avait aucune idée. Cet après-midi-là, pendant qu'ils étaient à l'étage, probablement à chercher frénétiquement une solution à leur problème de logement, je suis descendue au salon et j'ai commencé à emballer des choses discrètement. Des photos que je voulais vraiment garder, des livres qui comptaient pour moi, des documents importants. J'ai mis tout cela dans des cartons que j'ai cachés dans l'armoire de la chambre d'amis. Pierre et Julie n'ont rien remarqué. Ils étaient trop occupés par leur propre drame. Le lundi matin, alors que Pierre et Julie dormaient encore, j'ai quitté la maison avec 3 cartons dans la voiture. Je les ai emmenés dans un garde-meubles que j'avais loué la semaine précédente. C'était un petit espace, suffisant pour stocker l'essentiel jusqu'à ce que je déménage définitivement dans la maison de la plage. L'employé du garde-meubles m'a aidé à enregistrer mon nom et m'a remis les clés. « Vous déménagez beaucoup de choses ?» a-t-elle demandé gentiment. « Seulement les choses importantes », ai-je répondu. Je suis rentrée à la maison avant midi. Pierre était dans le salon avec son ordinateur portable, travaillant depuis le canapé. Il m'a vue entrer, mais n'a rien dit. Je suis montée directement dans ma chambre temporaire et j'ai continué à m'organiser. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message de Maître Dubois. « Hélène, l'acheteur de votre maison veut accélérer la signature. Elle peut être prête pour jeudi. Est-ce que ça vous convient ?» J'ai fixé le message pendant plusieurs secondes. Jeudi ? 3 jours. Dans 3 jours, cette maison cesserait officiellement de m'appartenir. Parfait, ai-je écrit. Jeudi, c'est bien. J'ai immédiatement appelé Sophie. J'ai besoin que tu viennes avec moi jeudi pour signer la vente de la maison. J'y serai, a-t-elle dit sans hésitation. Sais-tu quand tu déménages à la plage ? Vendredi, ai-je répondu. Je signe la vente jeudi et je pars vendredi. Et Pierre ? Pierre le découvrira jeudi soir, quand il n'y aura plus de retour en arrière possible. Sophie est restée silencieuse un moment. Es-tu sûre de vouloir le faire de cette façon ? Absolument sûre, ai-je dit. Si je lui dis avant, il va essayer de me manipuler, de me faire culpabiliser, de me convaincre de ne pas le faire. J'ai pris ma décision et je ne le laisserai pas la changer. Tu as raison, a dit Sophie. Tu es plus forte que tu ne le penses, Hélène. J'apprends à l'être, ai-je répondu. Les jours qui ont suivi ont été empreints d'une tension sourde, d'un calme avant la tempête. Je continuais à vivre dans cette maison, à parcourir les couloirs, à cuisiner dans la cuisine. Mais mentalement, je n'étais plus là. J'étais déjà à la plage, dans ma nouvelle maison, dans ma nouvelle vie. Pierre et Julie ont remarqué ma distance, mais ils l'ont interprétée comme une colère passagère, un caprice de vieille femme. Ils pensaient que ça finirait par passer, que je redeviendrais la mère docile que j'avais toujours été. Ils ne pouvaient pas imaginer, même dans leur pire cauchemar, l'ampleur de ma révolution silencieuse. Le mardi, Julie a tenté une stratégie différente, une approche qu'elle pensait plus subtile. Elle est entrée dans la cuisine alors que je préparais mon déjeuner, un sourire forcé aux lèvres. « Hélène, dit-elle doucement, je sais que les choses ont été tendues ces derniers temps, et je veux que tu saches que je suis désolée. » Je l'ai regardée sans rien dire, continuant de couper mes légumes. « Vraiment ?» a-t-elle continué. « Pierre et moi avons été très stressés par la situation de l'appartement, et je ne pense pas que nous ayons été justes avec toi. » ai-je dit, continuant ce que je faisais. Ce que je veux dire, c'est que nous apprécions tout ce que tu fais pour nous et nous voulons nous rattraper. Vous rattraper ? Ai-je demandé, sceptique. Oui, a-t-elle dit en sortant son téléphone. Regarde, j'ai trouvé ce spa qui propose un forfait d'une journée complète. Massage, soins du visage, tout. Je pensais qu'on pourrait y aller ensemble ce week-end, toi et moi, comme des amis.
Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Qui va payer pour ce spa, Julie ?» Elle a cligné des yeux, mal à l'aise. « Eh bien, je pensais que peut-être tu pourrais m'inviter, tu sais, comme un geste de… » « Non, » l'ai-je interrompu. « Je ne vais t'inviter à aucun spa. » Son sourire a disparu. « C'était juste une idée, » a-t-elle dit sèchement. « Tu n'es pas obligé d'être désagréable. » « Je ne suis pas désagréable, » ai-je répondu. « Je suis claire. Je ne vais pas dépenser mon argent pour t'acheter des choses afin que tu puisses prétendre que tu m'apprécies. » Elle a ouvert la bouche, offensée. « Je ne prétends rien. »« Si, tu prétends, Julie, et nous le savons toutes les deux. » Elle est sortie de la cuisine en marmonnant quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Je m'en fichais. Le mercredi soir, Pierre a tenté sa propre approche. Il a frappé à la porte de ma chambre d'amis vers 22 heures. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. « Vas-y, » ai-je dit. Il est entré et s'est assis sur le bord du lit. Je pliais des vêtements, mettant les dernières choses dans ma valise. « Maman, » a-t-il dit d'un ton las, « je ne veux pas qu'on se dispute. » « Nous ne nous disputons pas, Pierre, » ai-je répondu sans le regarder. Je ne suis simplement plus disposée à te laisser me manquer de respect. Je n'ai jamais eu l'intention de te manquer de respect. Mais tu l'as fait, ai-je dit, m'arrêtant et le regardant. Tu l'as fait quand tu m'as crié dessus au dîner. Tu l'as fait quand tu as pris ma chambre sans demander si c'était d'accord. Tu l'as fait chaque fois que tu as supposé que j'allais résoudre tes problèmes. Il a passé ses mains sur son visage. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse de plus. Je t'ai déjà dit que j'étais désolée. Tu n'as pas dit que tu étais désolé, Pierre. Tu as dit que tu regrettais que je sois contrariée. Ce n'est pas la même chose. Il est resté silencieux. Sais-tu quel est le problème ? Ai-je continué. Tu penses que dire « je suis désolé » va magiquement tout faire revenir comme avant. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas me manquer de respect et t'attendre à ce que j'oublie simplement. Ce n'était pas mon intention de te faire sentir mal, a-t-il dit. Et pour la première fois, il semblait sincère. Mais tu l'as fait, ai-je répondu. Et les intentions ne changent pas les dégâts. Il a hoché la tête lentement. Que puis-je faire pour arranger les choses ? Rien, Pierre. Il est trop tard pour arranger les choses. Il m'a regardé, confus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai déjà pris des décisions concernant ma vie et que je ne vais pas les changer. Quelle décision ? Tu le sauras bien assez tôt, ai-je dit, et je suis retournée à plier mes vêtements. Il est resté assis là quelques minutes de plus, attendant que je dise autre chose, mais je ne l'ai pas fait. Finalement, il s'est levé et a quitté la chambre, fermant doucement la porte. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Demain, c'était jeudi. Demain, j'allais signer la vente. Demain, tout allait changer. Je me suis levée tôt. Je me suis habillée avec soin. Un pantalon noir, une blouse blanche, mes boucles d'oreilles en perles. Je voulais avoir l'air bien, me sentir bien pour ce moment. Je suis descendue à la cuisine et j'ai préparé du café. Pierre et Julie dormaient encore. J'ai laissé un mot sur la table. Dehors pour des courses, de retour dans l'après-midi. Sophie est passée me chercher à 9 heures pile. Je suis montée dans sa voiture et avant de démarrer, elle m'a regardée sérieusement. « Prête ?»« Plus que prête, » ai-je répondu. Nous sommes allés directement au bureau du notaire. L'acheteur était déjà là, un jeune homme d'une trentaine d'années avec sa femme. Nous nous sommes salués formellement et nous nous sommes assis autour de la table du notaire. Le notaire a lu tous les documents de cette voix monocorde que les professionnels du droit ont. Il a expliqué les termes, les conditions, les dates. L'acheteur allait payer 315 000 €. La transaction serait finalisée aujourd'hui.
J'avais jusqu'à dimanche pour vider complètement la propriété. Des questions? A dit le notaire. Aucune, ai-je répondu. J'ai signé chaque page, l'une après l'autre, mon nom en cursive, Hélène Girard, scellant la fin d'une ère. Quand j'ai eu fini, le notaire m'a remis un chèque de banque certifié, 315 000 €. Je l'ai tenu dans mes mains, sentant le poids de la liberté. Sophie m'a serré la main sous la table. Nous avons quitté l'étude du notaire vers midi. Sophie m'a prise dans ses bras dans la rue. « Tu l'as fait ?» a-t-elle dit. « Tu l'as vraiment fait. » « Oui, » ai-je répondu, et j'ai été surprise de sentir des larmes dans mes yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. « Tu veux aller manger quelque chose avant de rentrer ?» a demandé Sophie. « Oui, » ai-je dit. « Je veux fêter ça. » Nous sommes allés dans un petit restaurant que nous aimions, un avec une vue sur un parc. Nous avons commandé du vin blanc et des pâtes. Nous avons trinqué au nouveau départ. « Quand vas-tu leur dire ?» a demandé Sophie. « Ce soir, » ai-je répondu. « Quand je rentrerai à la maison. »« Tu veux que je vienne avec toi ?»« Non, » ai-je dit. « Je dois faire ça seule. » Je suis rentrée à la maison vers 17 h. La voiture de Pierre était garée devant. J'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Je suis entrée dans la maison et j'ai trouvé Pierre et Julie dans le salon en train de regarder la télévision. Ils ont levé les yeux quand ils m'ont vue arriver. « Tu étais où ?» a demandé Pierre. « J'ai réglé quelques affaires. » ai-je répondu, posant mon sac sur la table de la salle à manger. « Quelles affaires ?» a insisté Julie. « Les miennes, » ai-je dit simplement. Elle m'a regardée avec cette expression agacée que je connaissais si bien, mais n'a rien dit de plus. Je suis montée dans ma chambre et je suis restée assise sur le lit pendant plusieurs minutes, me préparant mentalement à ce qui allait arriver. À 19 h, je suis redescendue. Pierre était dans la cuisine, en train de se préparer un sandwich. Julie était toujours dans le salon avec son téléphone à la main. « Pierre, Julie, » ai-je dit depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. « J'ai besoin de vous parler. » Pierre a posé le couteau sur le comptoir. « À propos de quoi ? » ?»« Venez dans le salon, s'il vous plaît. » Ils m'ont suivi tous les deux, avec des expressions de curiosité mêlées d'irritation. Nous nous sommes assis, eux sur le canapé, moi dans le fauteuil individuel. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai parlé d'une voix claire et ferme. J'ai vendu la maison. Il y eut un silence absolu, si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Pierre m'a regardé comme s'il n'avait pas compris les mots. Julie a cligné des yeux plusieurs fois, son esprit semblant calculer à toute vitesse les implications de ma déclaration. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a finalement demandé Pierre, sa voix à peine un murmure. « J'ai vendu la maison. J'ai signé les papiers ce matin. Les nouveaux propriétaires prennent possession dimanche. » Pierre s'est levé brusquement, renversant presque la table basse. « Quoi ? Tu ne peux pas faire ça !»« Je l'ai déjà fait, » ai-je répondu calmement, mon cœur battant la chamade, mais ma voix restant stable. « C'est ma maison !» a-t-il crié. « J'ai grandi ici. Tu ne peux pas la vendre sans me consulter ? » « Cette maison est à mon nom, Pierre. Je n'ai pas besoin de te consulter pour quoi que ce soit. » Julie s'est également levée. « Attends. Et où est-ce qu'on est censé vivre exactement ? » « C'est votre problème, pas le mien, » ai-je répondu. « Notre problème ?» a répété Pierre, incrédule. « Maman, tu viens de nous mettre à la rue. Vous étiez déjà à la rue il y a une semaine, quand je vous ai dit que vous ne pouviez pas rester. Le problème, c'est que vous ne m'avez pas cru. »« Ça ne peut pas être en train d'arriver, » a dit Julie, faisant les 100 pas.
Ça doit être une blague. Ce n'est pas une blague, ai-je dit. Vous avez jusqu'à dimanche pour sortir vos affaires. Non, a crié Pierre. Je n'accepte pas ça. Je vais parler à un avocat. Je vais contester la vente. Tu peux essayer, ai-je répondu. Mais la maison était à mon nom. Il n'y a pas de dette. Il n'y a pas d'hypothèque. Et la vente est complètement légale. J'ai déjà consulté mon avocate. Ton avocate? A demandé Pierre. Depuis quand as-tu une avocate? Depuis que j'ai décidé qu'il était temps de protéger ce qui est à moi. Julie a pointé un doigt accusateur vers moi. Tu es égoïste. Une vieille femme cruelle et égoïste. Je l'ai regardée sans ciller. Dis-moi, Julie, suis-je égoïste parce que j'ai vendu ma maison? Ou suis-je égoïste parce que je ne vous ai pas permis de continuer à m'utiliser? Nous ne t'utilisons pas, a hurlé Pierre. Nous sommes ta famille. Et je suis votre mère, pas votre solution à tous vos problèmes. Pierre a passé ses mains dans ses cheveux, clairement désespéré. Maman, s'il te plaît, il doit y avoir un moyen d'arranger ça. Annule la vente. Dis-leur que tu as changé d'avis. Je n'annulerai rien. Mais nous n'avons nulle part où aller. Alors commencez à chercher, ai-je dit en me levant du fauteuil. Vous avez 3 jours. Pierre m'a barré le chemin. Je ne te laisserai pas faire ça. Bouge, Pierre, ai-je dit d'une voix basse mais ferme. Pas avant que tu m'expliques ce qui ne va pas chez toi. Qui es-tu? Parce que cette personne n'est pas ma mère. Tu as raison, ai-je répondu. Ce n'est pas la mère que tu connaissais. Cette mère-là en a eu marre d'être invisible. Cette mère-ci a décidé de vivre pour elle-même. Je l'ai doucement écartée et je suis montée les escaliers. J'ai entendu Julie crier en bas. Ce n'est pas fini. Nous allons te poursuivre en justice. Allez-y, ai-je crié d'en haut. Parlez à tous les avocats que vous voulez. Je suis entrée dans ma chambre d'amis et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sur le lit et j'ai attendu que mon cœur cesse de battre si vite. Je l'avais fait. Je leur avais dit la vérité et le ciel n'était pas tombé. Mon téléphone a sonné. C'était Sophie. Tu leur as dit? Oui, ai-je répondu. Comment ont-ils réagi? Comme prévu. Cris, menaces, drame. Est-ce que ça va? Je vais parfaitement bien, ai-je dit. Et j'ai été surprise de réaliser que c'était vrai. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai écouté Pierre et Julie se disputer jusque tard, leurs voix montant et descendant, alternant entre la rage et la panique. À un moment donné, j'ai entendu Julie pleurer. Pierre a appelé quelqu'un au téléphone, probablement un avocat, mais d'après ce que j'ai pu entendre, on lui a dit la même chose que je savais déjà. La vente était légale et inattaquable. Le vendredi matin, je suis descendue tôt à la cuisine. Pierre était déjà là, assis à la table, avec une tasse de café froid devant lui. Il avait de profondes cernes sous les yeux et ses cheveux étaient en désordre. « Maman » dit-il en me voyant. « Nous devons parler. »« Nous avons parlé hier » ai-je répondu en me servant un café. « Non, vraiment parler, sans crier. S'il te plaît. » Je me suis assise en face de lui. « Parle. »« Je sais que j'ai merdé, » a-t-il dit en regardant sa tasse. « Je sais que j'ai dit des choses horribles. Je sais que je t'ai maltraité. »« Oui, tu l'as fait. Et je suis désolée. Je suis vraiment désolée. » J'ai regardé dans ses yeux, cherchant la sincérité. J'ai trouvé du désespoir. « Pierre, » ai-je dit doucement. Le problème n'est pas seulement ce que tu as dit au dîner. Le problème, c'est que ce dîner n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cela fait des années que tu me traites
comme si je n'existais que pour résoudre tes problèmes. Ce n'est pas vrai, a-t-il protesté faiblement. Si, c'est vrai, ai-je insisté. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais? Quand est-ce que tu m'as rendu visite juste parce que tu voulais me voir, pas parce que tu avais besoin de quelque chose? Il est resté silencieux. Exactement, ai-je dit. Tu ne t'en souviens pas parce que ce n'est jamais arrivé. Je vais changer, a-t-il dit. Je te promets que je vais être un meilleur fils. Je n'ai pas besoin que tu sois un meilleur fils, Pierre. Il est trop tard pour ça. Ce dont j'ai besoin, c'est de vivre ma vie sans avoir l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un tout le temps. Et qu'est-ce que je suis censé faire? A-t-il demandé. Et pour la première fois, j'ai vu une peur réelle dans ses yeux. Ce que font tous les adultes, ai-je répondu. Te débrouiller. Julie est descendue à ce moment-là, également avec des cernes sous les yeux, également échevelée. Elle nous a regardés tous les deux, puis s'est servi un café sans dire un mot. L'atmosphère dans la maison ce vendredi était tendue et silencieuse. Pierre et Julie ont passé la majeure partie de la journée dans leur chambre, au téléphone, cherchant des appartements, parlant à des propriétaires potentiels, déplaçant leur vie minimale d'un endroit à un autre. J'ai continué à emballer mes affaires calmement. Chaque objet que je rangeais était un pas de plus vers ma liberté. En milieu d'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Madame Girard ?» dit une voix de jeune femme. « Oui, c'est elle. »« C'est Laure. »« Ma petite fille, la seule personne de toute cette famille qui m'avait traitée avec une affection sincère. »« Bonjour, ma chérie. » ai-je dit, sentant ma voix s'adoucir. « Mamie, » dit-elle, et elle semblait inquiète. « Papa m'a appelé. Il m'a dit que tu avais vendu la maison. »« Oui, Laure, je l'ai vendue. »« C'est vrai ? » ?»« Absolument vrai. » Il y eut une pause. Puis elle a dit « Bien. »« Bien ?» ai-je demandé, surprise. « Oui, bien. J'ai entendu ce que mon père t'a dit au dîner la semaine dernière. J'étais là, tu te souviens ? J'avais honte. J'étais en colère, mais je ne savais pas quoi dire. J'ai senti un nœud dans ma gorge. « Ce que tu as fait est juste, mamie, » a continué Laure. « Tu mérites de vivre ta vie. Tu mérites le respect. Et si mon père ne te le donne pas, alors tu mérites de partir. »« Merci, ma chérie, » ai-je dit, ma voix se brisant. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. « J'ai acheté une maison à la mer, » ai-je répondu. « Petite, calme, avec vue sur l'océan. Ça a l'air magnifique. »« Ça l'est. »« Je peux te rendre visite » a-t-elle demandé timidement. « Quand tu veux, Laure. Tu seras toujours la bienvenue. » Après avoir raccroché avec Laure, je suis restée assise dans ma chambre, regardant par la fenêtre. Entendre son soutien avait été comme recevoir une étreinte après des jours de froideur. Au moins quelqu'un dans cette famille comprenait. Le samedi s'est levé nuageux. Je me suis réveillée tôt et j'ai continué à faire mes cartons. J'avais déjà 4 valises pleines et 6 cartons fermés. Sophie venait plus tard pour m'aider à tout emmener au garde-meubles. Je suis descendue à la cuisine et j'ai trouvé Julie assise à la table, son ordinateur portable ouvert. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Bonjour, » ai-je dit d'un ton neutre. Elle n'a même pas levé les yeux. « Pas vraiment, » a-t-elle répondu. Je me suis versé un café et je me suis appuyée contre le comptoir. Le silence était dense, inconfortable. « Nous avons trouvé un appartement, » a finalement dit Julie sans me regarder. « C'est horrible, petit, vieux, dans un mauvais quartier, mais c'est la seule chose que nous pouvons nous permettre. » Je n'ai rien dit. « Ça coûte 1 200 € par mois ?» a-t-elle continué. « Plus du double de ce que nous payions avant,
et il demande 2 mois de caution plus le premier mois. Ça fait 3 600 € que nous n'avons pas. Elle continuait de parler comme si j'allais offrir mon aide, comme si tout cela était une négociation. Nous allons devoir emprunter, a-t-elle dit, me regardant enfin. Probablement à ma sœur, qui ne nous laissera jamais oublier qu'elle a dû nous sauver. Tu attends toujours que je propose de payer, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Tu es sa mère? A répondu Julie. Je pensais que tu te soucierais au moins. Je me soucie de Pierre, ai-je dit. Ce dont je ne me soucie pas, c'est de continuer à être sa solution permanente aux problèmes qu'il se crée lui-même. Nous n'avons pas créé ça, a-t-elle dit en haussant le ton. C'est toi qui l'as créé. Tu nous as mis à la rue. Vous aviez une maison? Ai-je répondu calmement. Un appartement que vous louiez, que vous avez perdu parce que vous ne pouviez pas le payer. Ce n'est pas ma faute. Nous aurions pu rester ici. Non, vous ne pouviez pas. C'est ma maison, et j'ai décidé de la vendre. Tu es cruelle, a dit Julie, sa voix tremblant. J'ai toujours pensé que tu étais une bonne personne, mais tu es cruelle. Je l'ai regardée directement. Sais-tu ce qui est cruel, Julie? Cruel, c'est de crier à quelqu'un de faire ses valises dans sa propre maison. Cruel, c'est de prendre la chambre de quelqu'un sans lui demander. Cruel, c'est de supposer que quelqu'un n'existe que pour te servir. Je n'ai jamais fait ça. Si, tu l'as fait. Depuis le jour où tu es entrée dans cette famille, tu m'as traitée comme une employée, pas comme une belle-mère. Julie a fermé son ordinateur portable d'un coup sec. Je ne vais plus discuter avec toi. Tu as gagné après tout. Tu nous as humiliés. Tu as clairement fait savoir que tu ne voulais pas de nous ici. Il ne s'agit pas de vous vouloir ou de ne pas vous vouloir, ai-je dit. Il s'agit du fait que je ne vais plus sacrifier ma paix pour votre commodité. Elle a attrapé son ordinateur portable et a quitté la cuisine sans rien dire d'autre. Sophie est arrivée à 10 heures avec son SUV. Nous avons commencé à descendre les cartons et les valises. Pierre est sorti de sa chambre en entendant le bruit. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il demandé. « J'emmène mes affaires au garde-meubles » ai-je répondu. « Maintenant, tu ne vas pas attendre demain » Il n'y a aucune raison d'attendre. Il est resté dans les escaliers, me regardant descendre un carton après l'autre. Il n'a pas proposé son aide. Il a juste regardé avec une expression qui était un mélange de confusion et de douleur. Sophie et moi avons fait 3 voyages au garde-meubles. Au dernier, alors que nous fermions la porte du SUV, Sophie m'a dit « Demain, c'est le grand jour. » Demain, je pars. Ai-je confirmé. Comment te sens-tu? Légère, ai-je répondu. Comme si un poids que je portais depuis des décennies avait été levé. Nous sommes retournés à la maison à midi. Pierre et Julie faisaient aussi leur carton. J'ai vu des boîtes dans le salon, des vêtements empilés, des objets éparpillés. La maison qui avait été mon foyer pendant tant d'années ressemblait maintenant à un lieu en cours de démantèlement. Je suis montée dans ma chambre et j'ai sorti les dernières choses des tiroirs. De vieilles photos, des lettres, des documents. Tout tenait dans une petite boîte. C'était surprenant de voir à quel point j'avais besoin de peu de choses en réalité. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner juste pour moi. Une simple assiette de pâtes. Pierre et Julie ont commandé à emporter et ont mangé dans leur chambre. Nous ne nous sommes pas vus de l'après-midi. Vers 21 heures, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Pierre. « Je peux entrer ?»« Vas-y. » Il est entré et s'est tenu près de la porte, mal à l'aise. « Tu pars demain ?» a-t-il dit. « Oui. »« Tu sais où ? » ?»« À la mer. »« Tu as acheté une autre maison. » « Oui. »
Il est resté silencieux un moment. Puis il a demandé. « Depuis combien de temps préparais-tu ça ?»« Depuis le soir du dîner, » ai-je répondu. « Depuis que tu m'as crié dessus. » Pierre a baissé les yeux. « Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. »« Moi non plus, » ai-je admis. Mais quand j'ai pris la décision, j'ai su que c'était la bonne. Y a-t-il quelque chose que je puisse dire pour te faire changer d'avis? Non, plus maintenant. Il a hoché la tête lentement. Est-ce que tu iras bien, seul dans une nouvelle maison, loin de tout? J'irai mieux que jamais, ai-je dit avec conviction. Et nous? Vous allez devoir apprendre à aller bien sans moi. Pierre a passé la main sur son visage. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il était parti sans que je m'en rende compte. Mais il était toujours là, appuyé contre le mur. « Je suis désolé de t'avoir déçu, » a-t-il finalement dit à voix basse. Je l'ai regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Une vulnérabilité authentique. « Je regrette beaucoup de choses aussi, Pierre, » ai-je répondu. Je regrette de ne pas avoir posé de limites plus tôt. Je regrette de t'avoir laissé me traiter comme ça pendant si longtemps. Je regrette d'avoir confondu l'amour avec le sacrifice. Il a levé les yeux. « Tu ne m'aimes plus ?»« Je t'aime, » ai-je dit. « Tu es mon fils, et je t'aimerai toujours. Mais je ne laisserai plus cet amour me détruire. » Pierre a hoché la tête, les yeux brillants. « Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner pour ça. Ces mots m'ont fait mal, mais pas comme avant. Ils n'ont pas percé ma poitrine d'une culpabilité paralysante. Ils ont juste fait mal comme une vérité inconfortable fait mal. »« C'est d'accord, Pierre, » ai-je dit. « Je n'ai pas besoin de ton pardon. J'ai besoin de ma paix. » Il a quitté la pièce, fermant doucement la porte. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Il n'y avait pas d'anxiété, pas d'insomnie, pas de retournement dans le lit à me demander si je faisais le bon choix. Je savais que je le faisais. Le dimanche s'est levé ensoleillé. Je me suis levée à 6 heures, j'ai pris une douche et je me suis habillée avec des vêtements confortables pour le voyage. J'ai descendu mes 2 dernières valises et je les ai mises près de la porte. Pierre et Julie dormaient encore. Sophie est arrivée ponctuellement à 7 heures. Nous avons chargé les valises dans son SUV. Puis, je suis retournée à l'intérieur de la maison pour une dernière promenade. J'ai parcouru chaque pièce. Le salon où Pierre avait fait ses premiers pas. La cuisine, où j'avais préparé des milliers de repas. Le jardin où mon mari Gérard lisait le journal le dimanche. Chaque coin avait des souvenirs, mais aucun de ces souvenirs ne me donnait envie de rester. Je suis montée dans ce qui avait été ma chambre. Julie avait tout transformé. Elle avait changé les rideaux, déplacé les meubles, accroché de nouvelles photos. Il ne restait rien de moi là-dedans? Parfait, ai-je pensé. Je suis redescendue et j'ai trouvé Pierre dans le salon. Il s'était réveillé et se tenait là, en pyjama, l'air de ne pas avoir dormi. « Tu pars maintenant ?» a-t-il demandé. « Oui. »« Je peux avoir ta nouvelle adresse ?»« Je la donnerai alors, » ai-je répondu. « Si elle décide de la partager avec toi, c'est sa décision. » Pierre a serré la mâchoire. « C'est comme ça que les choses vont se passer maintenant ? C'est comme ça que les choses vont se passer jusqu'à ce que tu me montres que tu peux respecter mes limites. » Il n'a pas répondu. Je me suis dirigée vers la porte. Avant de partir, je me suis retournée une dernière fois. « Prends soin de toi, Pierre. »« Toi aussi, maman, » a-t-il dit, sa voix se brisant. J'ai quitté la maison et j'ai fermé la porte derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y a pas eu de larmes, juste un long soupir libérateur.
Sophie m'attendait dans le SUV avec un immense sourire. « Prête pour ta nouvelle vie ?»« Plus que prête, » ai-je répondu. Nous avons conduit les 2 heures jusqu'à la côte, écoutant de la musique, riant, planifiant tout ce que nous allions faire dans la nouvelle maison. Sophie allait rester avec moi pour le week-end pour m'aider à m'installer. Nous sommes arrivés à la maison de la plage vers 10 heures. Le soleil brillait sur l'océan et le bruit des vagues était la seule chose que l'on pouvait entendre. Sophie a coupé le moteur et nous sommes restés assis un moment, regardant la maison. « C'est à toi, » a dit Sophie. « C'est à moi, » ai-je répété, et les mots sonnaient incroyables. Nous sommes sortis du SUV et j'ai ouvert la porte d'entrée avec mes clés. La maison sentait le propre, comme un nouveau départ. Les fenêtres laissaient entrer une lumière naturelle qui illuminait chaque coin. C'était petit, mais parfait. Sophie et moi avons passé le reste de la journée à déballer. Nous avons mis mes vêtements dans le placard, arrangé les meubles que j'avais achetés la semaine précédente et accroché quelques photos au mur. L'après-midi, la maison ressemblait déjà à un foyer. Nous nous sommes assises sur la terrasse avec une bouteille de vin blanc, regardant le coucher du soleil. Le ciel s'est peint d'orange et de rose alors que le soleil s'enfonçait sous l'horizon. « Je trinque à toi, » a dit Sophie en levant son verre. « À la femme la plus courageuse que je connaisse. » Nous avons trinqué et bu en silence. « Penses-tu que Pierre ira bien ?» ai-je demandé après un moment. « Il finira par aller bien, » a répondu Sophie. « Mais ce n'est pas ta responsabilité, Hélène. » « Je sais, mais c'est toujours mon fils. Et tu es toujours une personne qui mérite de vivre sans culpabilité. » Elle avait raison, je le savais. Mais des décennies de maternité ne disparaissent pas du jour au lendemain. Cette nuit-là, après que Sophie soit allée se coucher dans la chambre d'amis, je suis restée seule sur la terrasse, regardant les étoiles. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo de la mer sombre, illuminée seulement par la lune. Je l'ai envoyée alors avec un message. « Je suis arrivée à la maison. » Elle a répondu immédiatement avec un emoji cœur et le mot. « Je suis si heureuse, mamie. Je te rendrai visite bientôt. » J'ai souri en regardant l'écran. Puis, un autre message est arrivé. C'était d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais j'ai reconnu l'indicatif. C'était Pierre. « Maman, » disait le message. « Julie et moi avons eu l'appartement. Nous emménageons demain. Je voulais juste que tu le saches. » Je n'ai pas répondu, non pas parce que je voulais être cruelle, mais parce qu'il n'y avait rien à dire. Un autre message est arrivé 5 minutes plus tard. « Je sais que tu es en colère et je comprends. Mais j'espère qu'un jour, nous pourrons parler. » J'ai rangé le téléphone et j'ai regardé de nouveau la mer. Les jours suivants ont été remplis d'une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Je me réveillais au son des vagues. Je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse. Je marchais sur la plage. Je lisais. Je cuisinais juste pour moi. Il n'y avait pas de cris, pas d'exigence, pas de culpabilité. Sophie est restée avec moi toute la semaine. L'après-midi, nous nous promenions sur la promenade, visitions les marchés locaux et essayions de petits restaurants. C'était comme être en vacances permanentes. Le mercredi, alors que nous prenions un café dans un café face à la mer, mon téléphone a sonné. C'était Dominique, ma belle-sœur. « Hélène, » dit-elle quand j'ai répondu, « j'ai besoin de te parler. » « Bonjour Dominique. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Pierre m'a tout raconté, la maison, le déménagement, tout. Ai-je dit, attendant la leçon de morale. Et je veux que tu saches que je suis de ton côté. Je suis restée silencieuse, surprise. Ce que Pierre t'a fait à ce dîner était horrible, a continué Dominique. J'étais là.
Je l'ai entendu. Et j'ai eu honte de ne rien dire. Mais j'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à croire que mon neveu parlerait à sa mère comme ça. Merci de me dire ça, ai-je répondu, me sentant soulagée. Tu as bien fait de partir, a-t-elle dit. Tu as bien fait de vendre la maison? Parfois, la famille vous fait plus de mal que des étrangers, et vous n'avez pas à rester juste parce que c'est la famille. Dominique et moi avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a dit qu'elle avait parlé à Pierre, qu'elle lui avait dit exactement ce qu'elle pensait de son comportement, que Pierre avait été sur la défensive au début, mais qu'il avait finalement admis qu'il avait tort. Il a peur, a dit Dominique. Peur de t'avoir perdu. Mais il ne comprend toujours pas qu'il a causé cela lui-même. Un jour, il comprendra, ai-je dit. Mais ce n'est plus mon problème. Quand j'ai raccroché, Sophie m'a regardé curieusement. C'était qui? Dominique, ai-je répondu. Elle a appelé pour me dire que j'avais bien fait. Sophie a souri. Le monde s'aligne en ta faveur, Hélène. Cet après-midi-là, alors que nous marchions sur la plage, j'ai reçu un autre message, cette fois de Julie. C'était un long message. Il commençait par dire qu'elle n'aurait jamais pensé que les choses iraient aussi loin, qu'elle avait aussi grandi avec une mère difficile et que c'était peut-être pour ça qu'elle ne réalisait pas quand elle dépassait les bornes, qu'elle regrettait de m'avoir fait sentir invisible dans ma propre maison. Elle ne s'est pas excusée directement, mais elle s'en est approchée. Je ne sais pas si Pierre et toi pouvaient arranger les choses, écrivait-elle à la fin, mais je veux que tu saches que je comprends pourquoi tu es parti. J'ai lu le message 3 fois, puis je l'ai montré à Sophie. Tu vas répondre? A-t-elle demandé. Pas encore, ai-je dit. J'ai besoin de temps pour digérer. Sophie a hoché la tête. Tu as tout le temps du monde. Le vendredi, Laure m'a appelé en visioconférence. Son visage est apparu sur l'écran, avec un sourire radieux. Mamie, dit-elle, tu as l'air si bien. Tu as l'air heureuse. Je me sens heureuse, ai-je répondu. J'ai tourné mon téléphone pour lui montrer la vue sur la mer depuis la terrasse. Elle a crié d'excitation. C'est magnifique, mamie. Je suis si fière de toi. Merci, ma chérie. Comment vas-tu? Bien, a-t-elle dit. Je suis allée aider mon père avec le déménagement hier. L'appartement est petit, mais il est propre. Je pense qu'ils iront bien. Je suis contente de l'entendre. Papa demande de tes nouvelles? A dit Laure avec hésitation. Il ne sait pas s'il doit t'appeler ou te laisser de l'espace. Dis-lui qu'il peut m'appeler quand il sera prêt à avoir une vraie conversation, ai-je répondu. Sans cri, sans manipulation, juste de l'honnêteté. Laure a hoché la tête. Je lui dirai. Nous avons passé le reste de l'appel vidéo à parler de ses cours, de son travail, de sa vie. Elle m'a dit qu'elle avait commencé une thérapie pour gérer certaines choses concernant sa famille. Elle a dit que son thérapeute lui avait dit qu'il était important de fixer des limites saines. Comme toi, mamie, a-t-elle dit. Tu as posé des limites et tu t'es respectée. C'est ce que j'apprends aussi. Je me suis sentie fière d'elle. Le samedi après-midi, Sophie a dû rentrer en ville. Nous nous sommes dit au revoir avec une longue étreinte sur le pas de la porte. Tu iras bien toute seule? A-t-elle demandé. J'irai parfaitement bien, ai-je répondu. Si tu as besoin de moi, appelle-moi n'importe quand. Je sais. Je l'ai regardé s'éloigner dans son SUV, puis je suis rentrée dans ma maison. Ma maison. Ces mots me remplissaient encore d'émerveillement. Ce soir-là, assise sur la terrasse avec un verre de vin, mon téléphone a sonné. C'était Pierre. J'ai hésité avant de répondre. Finalement, j'ai fait glisser l'écran. « Allô, Pierre ? Allô, maman ?» a-t-il dit. Il semblait fatigué. « Je peux te parler ? Vas-y. »
Il y eut une longue pause, puis je l'ai entendu prendre une profonde inspiration. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine à ce qui s'est passé, à ce que j'ai dit, à la façon dont je t'ai traité. J'écoute, ai-je dit, sans lui faciliter la tâche. Tu avais raison, a-t-il finalement dit. Surtout, je t'ai traité comme si tu étais ma solution à tout. Je t'ai crié dessus quand j'aurais dû te respecter. J'ai pris ton espace, comme si c'était mon droit. Et je ne t'ai jamais, jamais demandé comment tu allais ou ce dont tu avais besoin. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence faire son travail. Et je sais que m'excuser ne va pas tout arranger, a-t-il continué. Je sais que j'ai causé des dommages qui prendront du temps à guérir, mais je veux que tu saches que je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Sa voix s'est brisée à la fin. Merci de dire ça, ai-je répondu calmement. J'avais besoin de l'entendre. Penses-tu que tu pourras un jour me pardonner? Je ne sais pas, Pierre. Honnêtement, je ne sais pas. Il a respiré d'une manière saccadée. Je comprends. Mais ce que je sais, ai-je continué, c'est que je ne retournerai pas vivre comme avant. Je ne redeviendrai pas la mère qui dit oui à tout. Je ne sacrifierai pas ma paix pour votre commodité. Je ne te le demanderai pas, a-t-il dit. Je veux juste... Je ne sais pas. Je veux avoir une relation avec toi. Une vraie relation. Pas une où je t'appelle seulement quand j'ai besoin de quelque chose. J'aimerais ça, ai-je dit. Mais ça va prendre du temps et ça va exiger que tu changes vraiment, pas seulement que tu dises que tu vas changer. Je le ferai, a-t-il promis. Je te le prouverai. Nous avons raccroché peu de temps après. Il n'y a pas eu de promesse exagérée ni de réconciliation instantanée, juste un petit premier pas vers quelque chose qui pourrait peut-être un jour devenir une relation plus saine. Je suis restée tard sur la terrasse cette nuit-là, écoutant l'océan, sentant la brise salée sur mon visage. Pour la première fois depuis des décennies, je ne pensais pas à ce que quelqu'un d'autre avait besoin de moi. J'étais juste présente, ici, maintenant, avec moi-même. Les semaines suivantes ont établi une routine qui m'a remplie de satisfaction. Je me réveillais tôt et je marchais sur la plage avant l'arrivée des touristes. L'exercice me faisait du bien. Il me vidait l'esprit. Il me donnait de l'énergie pour le reste de la journée. J'ai rencontré d'autres femmes qui marchaient aussi le matin. Des femmes de mon âge, certaines veuves, d'autres divorcées, toutes cherchant la même chose que moi. La paix, la connexion, une vie à elles. Nous avons formé un groupe informel. Nous nous retrouvions à 7 heures, nous marchions pendant 1 heure, puis nous prenions le petit déjeuner ensemble dans différents cafés de la promenade. L'une d'elles s'appelait Catherine Leroy, une femme de 65 ans qui avait été enseignante pendant 40 ans. Elle m'a dit qu'elle avait déménagé à la plage après sa retraite, fatiguée de vivre en ville, fatiguée des attentes de sa famille. « C'est drôle », m'a-t-elle dit un jour alors que nous prenions un café. On passe toute notre vie à s'occuper des autres, et quand on décide enfin de s'occuper de nous-mêmes, on nous traite d'égoïstes. Exactement, ai-je répondu, comme si avoir une vie propre était un crime. Nous sommes rapidement devenus amis. Catherine m'a présenté à son cercle d'amis, des femmes qui jouaient aux cartes le mardi, qui allaient à des cours de yoga le jeudi, qui organisaient des dîners le samedi. Elles m'ont accueilli à bras ouverts. Pour la première fois depuis des années, j'avais une vie sociale qui ne tournait pas autour de ma famille. J'avais des amis qui m'appelaient pour sortir, pas pour demander des faveurs. J'avais des projets que je faisais parce que je le voulais, pas parce que quelqu'un d'autre en avait besoin. 1 mois après mon déménagement, Laure est venue me rendre visite. Elle est arrivée un vendredi après-midi avec un petit sac à dos et un sourire radieux. « Mamie », dit-elle en me serrant fort dans ses bras, «
C'est incroyable. Je lui ai montré chaque coin de la maison. Elle a pris des photos de tout, la terrasse, la mer, ma chambre, la cuisine. Puis elle a mis en ligne une photo sur ses réseaux sociaux avec un message qui disait « En visite chez la femme la plus courageuse que je connaisse ». Ce soir-là, nous avons cuisiné ensemble. Nous avons préparé du poisson frais que j'avais acheté au marché, de la salade, du riz. Nous avons mangé sur la terrasse, en regardant le coucher du soleil. Laure m'a parlé de l'université, de ses amis, d'un garçon qui lui plaisait. C'était si différent des dîners dans mon ancienne maison. Il n'y avait pas de tension, pas de demande silencieuse, pas de ressentiment flottant dans l'air. Il y avait seulement une conversation sincère entre deux personnes qui s'aimaient vraiment. « Comment va ton père ?» ai-je finalement demandé. Laure a posé sa fourchette sur l'assiette. « Il va bien, différent, plus calme, plus réfléchi. Je pense qu'il est vraiment en train de digérer ce qui s'est passé. Et Julie aussi, différente, moins, je ne sais pas comment dire, moins exigeante, peut-être. Je suis contente de l'entendre, ai-je dit sincèrement. Laure m'a regardée avec ses yeux sombres si semblables aux miens. Papa veut te rendre visite, mais il a peur que tu dises non. Je ne dirai pas non, ai-je répondu, mais je ne suis pas encore prête. Je comprends, a dit Laure. Et il comprendra aussi. Le samedi, j'ai emmené Laure voir mes endroits préférés, le marché artisanal, la boulangerie avec les meilleures pâtisseries, le belvédère avec une vue sur toute la baie. Elle est tombée amoureuse de la ville autant que moi. « Je pourrais vivre ici », a-t-elle dit alors que nous nous promenions sur la promenade. « C'est si paisible, si beau. »« Quand tu veux, ma chérie, tu auras toujours une chambre qui t'attend. » Laure est partie le dimanche après-midi. Nous nous sommes dit au revoir avec une longue étreinte. « Prends bien soin de toi, mamie, et ne laisse plus jamais personne te faire sentir mal d'avoir choisi de penser à toi. » Plus jamais, ai-je promis. Je l'ai regardé s'éloigner dans sa voiture et je suis retournée dans ma maison, ressentant un mélange de nostalgie et de satisfaction. Nostalgie des jours où Laure était petite et où j'étais la grand-mère qui la gâtait. Satisfaction parce que maintenant, notre relation était entre deux adultes qui se respectaient mutuellement. 2 mois après mon déménagement, j'ai reçu un colis par la poste. Il venait de Pierre. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite et une photo encadrée. La photo était de Pierre quand il avait 5 ans. Nous étions dans un parc, lui sur mes épaules, tous les deux en train de rire. J'avais oublié que cette photo existait. La lettre disait « Maman, j'ai trouvé cette photo en déballant mes affaires. Elle m'a rappelé qui tu as toujours été pour moi, mon port d'attache, mon soutien, mon tout. Et elle m'a fait réaliser à quel moment j'ai cessé de te traiter de cette façon. Je ne sais pas quand j'ai commencé à te voir comme une ressource au lieu d'une personne, mais je sais que c'était mal. Je suis une thérapie. Mon thérapeute m'aide à comprendre les schémas que je répétais sans m'en rendre compte. Des schémas de prendre sans donner, d'exiger sans remercier, de supposer au lieu de demander. Je n'écris pas pour te demander de revenir ou de tout pardonner immédiatement. Je veux juste que tu saches que je travaille à être meilleure, pour moi, pour Julie, et un jour, je l'espère, pour toi. Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimée. Je ne savais tout simplement pas comment le montrer sans demander quelque chose en retour. Pierre. J'ai lu la lettre 3 fois. J'ai un peu pleuré, non pas de tristesse, mais d'espoir. Peut-être que mon fils était vraiment en train de changer. Peut-être que m'éloigner avait été la meilleure chose que j'aurais pu faire, non seulement pour moi, mais aussi pour lui. J'ai pris une photo de la lettre et je l'ai envoyée à Sophie. Elle a répondu « De vrais progrès, mais ne baisse pas encore ta garde. » Elle avait raison. Le vrai changement prend du temps. 3 mois après mon déménagement, j'ai organisé une petite réunion chez moi.
J'ai invité mon groupe d'amis de la promenade, Catherine, Sophie, qui est venue de la ville, et 3 autres femmes que j'avais rencontrées au cours de yoga. Nous avons cuisiné ensemble, ri, bu du vin et raconté des histoires. Chacune d'entre nous avait une histoire similaire. Des femmes qui avaient tant donné qu'elles s'étaient oubliées. Des femmes qui avaient finalement décidé de vivre. « Je trinque à celles qui ont osé », a dit Catherine en levant son verre. À celles qui ont dit « ça suffit », à celles qui ont choisi la paix plutôt que la culpabilité. Nous avons toutes trinqué. Le son des verres qui s'entrechoquent s'est mêlé au rire et au bruit de la mer. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise seule sur la terrasse, avec une tasse de thé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de notes. J'ai écrit « Aujourd'hui marque les 3 mois de mon déménagement. 3 mois depuis que j'ai pris la décision la plus difficile et la plus nécessaire de ma vie. 3 mois depuis que j'ai cessé de vivre pour les autres et que j'ai commencé à vivre pour moi-même. Et ce que j'ai découvert, c'est ceci. Je ne suis pas égoïste de m'aimer. Je ne suis pas une mauvaise mère de poser des limites. Je ne suis pas cruelle de protéger ma paix. Je suis humaine. Je suis une femme qui mérite la dignité, le respect et la tranquillité. Et enfin, après 69 ans, je l'ai compris. J'ai sauvegardé la note et j'ai regardé la mer sombre illuminée par la lune. Pierre m'appelait maintenant 1 fois par semaine. Des conversations courtes, ne demandant rien, juste comment j'allais. Il y avait encore de la gêne entre nous, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, du respect. Julie m'avait envoyé des fleurs pour mon anniversaire avec une carte qui disait « Joyeux anniversaire, Hélène. J'espère que tu vas bien. » C'était un geste petit mais significatif. Laure me rendait visite 1 fois par mois. Nous étions devenus plus proches que jamais. Et moi, Hélène Girard, je continuais à me réveiller chaque matin au son de la mer. Je prenais toujours mon café sur la terrasse. Je marchais toujours sur la plage avec mes nouvelles amies. Je construisais toujours une vie qui était entièrement la mienne. Un matin, alors que je marchais le long du rivage, mes pieds nus sentant le sable humide, j'ai pensé à tout ce que j'avais laissé derrière moi et à tout ce que j'avais gagné. J'avais laissé derrière moi une maison pleine de souvenirs, mais vide de respect. J'avais laissé derrière moi une version de moi-même qui n'existait que pour servir. J'avais laissé derrière moi la culpabilité qu'on m'avait appris à porter. Et j'avais gagné la paix. J'avais gagné la dignité. J'avais gagné du temps pour moi. J'avais gagné de vrais amis. J'avais gagné une vie à moi. Le soleil a commencé à se lever à l'horizon, peignant le ciel de couleurs impossibles. Je me suis arrêtée et j'ai regardé cette beauté, me sentant complètement présente. Une vague est venue mouiller mes pieds. J'ai souri. Finalement, après tant d'années à m'occuper des autres, à me demander ce dont ils avaient besoin, ce qu'ils voulaient, comment je pouvais les aider, je me posais enfin les questions les plus importantes. De quoi ai-je besoin? Que veux-je? Comment puis-je m'aider moi-même? Et les réponses étaient simples mais profondes. J'ai besoin de paix. Je veux la liberté. Je peux m'aider en me choisissant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris un selfie avec le lever du soleil derrière moi. Mes cheveux étaient en désordre à cause du vent. Mon visage était sans maquillage, avec des rides qui racontaient l'histoire de 69 ans de vie. Mais mes yeux brillaient d'une manière qu'ils n'avaient pas brillé depuis des décennies. J'ai envoyé la photo à Laure avec un message « Bonjour du paradis ». Elle a répondu avec des émojis cœurs, puis « Je t'aime, mamie. Tu es mon inspiration ». J'ai rangé le téléphone et j'ai continué à marcher, car c'était exactement ce que je faisais maintenant. Continuer à avancer vers la vie que je méritais, vers la paix que j'avais si longtemps cherchée. Finalement,
Après de nombreuses années à être mère, épouse, soignante, sauveuse, après tant d'années à être tout pour tout le monde, sauf pour moi-même, c'était moi qui décidais de qui prendre soin, et j'avais choisi de prendre soin de moi.